Ça y est, la guerre du Seitei se dévoile enfin devant nos yeux, et avec lui, le crime commis par un seul homme, mais porté par tout un groupe qui a décidé de réécrire l'histoire. Et bien que le maître des sabreurs soit désormais enfermé sous haute sécurité, la menace qu'il représente pourrait bien impacter le Japon et causer la perte d'une partie de la population. Salut à tous, ici Noctis et bienvenue dans la review du chapitre 72 de Kakurabashi, un chapitre bourré de révélations et qui mène l'intrigue dans une toute nouvelle dimension. Alors, si vous cherchez à comprendre l'étendue des révélations qui sont révélées dans ce chapitre, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors ne perdons pas plus de temps et plongeons-nous dans ce chapitre et dans le plan de Samura pour sauver le monde. Alors que le chapitre reprend là où le précédent s'était arrêté, juste après le décès de Inori et après la rencontre de Samura et de Yura, ce dernier reprend avec une longue explication qui va mettre en évidence le crime réalisé par les manieurs des sabres imprégnés pendant la guerre du Seitei. Et bien que certains éléments que l'antagoniste révélera au début du chapitre auront été abordés dans le chapitre 66 avec l'invasion du Japon par un peuple venant d'une petite île appelée le Shokuku et possédant une affinité forte avec le Datenseki leur permettant de manipuler le matériau à l'état brut sans subir de conséquences, la suite du chapitre nous permettra d'avoir plus d'informations sur le rôle des manieurs des sabres imprégnés et surtout du maître et de Shinushi. En effet, ce que l'on a pu comprendre dans les premières pages, c'est que l'envahisseur de l'île de Shokuku a été stoppé par les manieurs de sabre imprégné. Nous laissons penser que les forces des 5 manieurs initiales avaient un pouvoir, mais pas suffisant pour repousser complètement la menace, ce qui a dû pousser Kunishige à forger un sabre encore plus puissant. C'est donc quand ce dernier a fait son apparition dans le champ de bataille que furent repoussés les assaillants jusqu'à leur île, n'ayant d'autre choix que de signer un traité de paix pour éviter que plus de massacres soient réalisés. Ici, on comprend la puissance de Shinushi par rapport aux autres sabres, même si c'est quelque chose qu'on avait pu voir dans les précédents chapitres, en particulier avec le traitement que ce dernier subissait. En effet, on pouvait voir que Kunishige le gardait dans une boîte assez spéciale qui permettait de sceller sa puissance, mais également on pouvait voir que les Kamunabi prenaient aussi des précautions, tentant de le resceller, même à partir du moment où ils ont pu le récupérer lors du Rakuzaishi. Mais visiblement ici, on comprend que sa puissance est telle qu'elle fait même perdre la tête au maître manieur, son possesseur légitime. En effet, c'est ce que va nous apprendre Yura dans la suite de son échange avec Samura. Alors que l'île de Shokuku fit destituer la famille royale et que la paix fut finalement revenue entre les deux peuples, le maître manieur, lui, sombrera dans la folie et décidera de poursuivre le massacre auprès de la population. Ainsi, c'est à travers sa technique Kodoku que ce dernier éradiquera l'ensemble du peuple de Shokuku, soit 200 000 personnes, provoquant ainsi le crime, ou du moins une partie du crime, comme le précisera Samura. Alors ici, il y a pas mal de choses à dire, à commencer par la folie du maître sabreur. En effet, ce qui nous est confirmé dans ce chapitre, c'est que ce dernier est devenu fou à force de piétiner un nombre incalculable de cadavres. Alors ici, même s'il s'agit d'une partie de l'explication, eh bien selon moi, c'est en ayant manié un sabre aussi puissant que le maître des sabreurs a fini par laisser place à une partie plus sombre de sa personnalité, comme si, tout simplement, il était possédé. Et au final, est-ce que ça serait si surprenant que ça ? En effet, c'est quelque chose que j'avais pu aborder lors de ma précédente review. Dans l'arc du Rakuzaishi, lorsque Kyora avait manié Shinushi, on avait pu voir que ce dernier perdait le contrôle comme si l'arme prenait possession de son âme. Et donc cet élément m'avait donné la puce à l'oreille comme quoi les armes imprégnées pouvaient avoir une âme ou en tout cas une volonté qui pouvait être insufflée à son manieur. Et ici, si on va plus loin, eh bien on pourrait penser que c'est directement lié au Datenseki. En effet, si on se replonge dans le chapitre, eh bien on voit que le peuple de Shokuku était réputé pour être une race cruelle, peut-être bien influencée par l'utilisation de ce matériau. Et ceci pourrait être expliqué par le fait que ce métal dégage de l'énergie occulte. Dans Kakurabashi, l'énergie occulte pourrait être quelque chose qui est lié aux matières vivantes ou en tout cas à quelque chose qui posséderait une propre volonté. Et c'est donc en apprenant à vivre en harmonie avec ce matériau, avec le Datenseki, que le peuple aurait réussi à dompter ou en tout cas à apprivoiser cette âme, et tout ceci en entrant en harmonie avec cet aspect cruel, cet aspect destructeur, cet aspect à semer le chaos. Ici, on pourrait donc en conclure que les sabres imprégnés posséderaient leur propre volonté, et cette volonté se manifesterait en fonction de la puissance de l'arme. Ici, les paroles que je viens de vous dire résonneraient avec celles de Kunishige. En effet, ce que l'on apprend au début du manga, c'est que ce dernier a demandé à Chihiro de ne jamais tenter de forger un sabre juste pour qu'il soit puissant, mais de le forger en observant ce qu'il voit autour de lui et en fonction du contexte de la société. Par cet intermédiaire, le côté possession ne serait pas donc réservé qu'à Shinushi, mais pourrait s'étendre aux 5 voire aux 6 épées imprégnées. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans l'arc Rakuzaishi. En effet, lorsque Chihiro maniait Kuguremo, alors qu'il cherchait à récupérer Enten, eh bien on a pu le voir communiquer avec son sabre pour lui demander de puiser dans ses dernières forces afin de l'aider à vaincre son adversaire. Le crime évoqué par Yura pourrait aller bien au-delà de ce qui nous a été donc raconté, et pourrait donc s'étendre à l'ensemble des manieurs qui auraient commis des actes du même type.
D'autant plus qu'il est indiqué dans le chapitre que le maître sabreur est la personne dont Kunishige a le plus confiance, ce qui indique qu'il n'était pas de nature à commettre ce genre de choses. Et ceci ferait écho aux paroles de Samura lorsqu'il pense, ou du moins se demande, si Yura est au courant d'autre chose. Ceci expliquerait d'ailleurs pourquoi Samura souhaite éliminer les sabreurs de sa propre main, alors qu'il suffirait tout simplement d'éliminer le maître pour tous les voir disparaître. Parce que oui, ça va être un élément qui va nous être révélé en fin de chapitre. On pourrait donc comprendre que l'histoire n'a pas simplement été réécrite à partir du maître sabreur, mais qu'elle concernerait l'intégralité des manieurs de sabre imprégné. Tout simplement, ce serait quelque chose de gigantesque. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de ces informations que Samura décidera d'aller voir les Kanumabi, tout simplement pour éviter que la catastrophe se reproduise. Car oui, c'est tout simplement le point de Yura, c'est que tant que le maître manieur vivra, eh bien sa technique, le Kodoku, aura des chances de pouvoir se reproduire, tout simplement parce que le sabre et le manière pourraient être un jour réunis. Et donc par cet intermédiaire, c'est là qu'on va apprendre l'existence du sceau. Ici, ce qui nous est raconté, c'est qu'un sceau a été posé sur Shinushi, sceau extrêmement complexe à réaliser, pour pouvoir lier le manieur à son arme. Et comme ce dernier prenait beaucoup trop de temps, le sceau entre le maître manieur et celui de Shinushi a servi de base pour pouvoir lier les autres sabres à leurs propriétaires. Et donc par cet intermédiaire, on comprend que si le maître sabreur disparaît, eh bien ce serait l'intégralité des sabreurs qui mourraient par la même occasion. Les Kamunabi ont donc décidé de ne pas le tuer pour pouvoir préserver la vie des héros, tout simplement parce qu'ils ont participé à arrêter le meurtrier qui est qualifié de plus terrible de l'histoire. Et donc ça peut nous laisser penser que l'intégralité des sabres serait suffisant pour pouvoir stopper Shinushi. Mais bien que cet élément ait été révélé à Samura, c'est bien le fait de vouloir préserver l'avenir, et donc celui de sa fille, qui le poussera à s'allier à Yura et à éliminer tous les sabreurs avant d'éliminer le maître sabreur. Et donc ça pose question. Parce qu'encore une fois, s'il souhaitait les éliminer, il pourrait directement s'en prendre au maître sabreur. Ça réglerait l'histoire, et puis par la même occasion, il perdrait la vie et pourrait expier son crime. Mais toutefois, il a décidé de prendre un autre chemin. Car en effet, l'une des théories que j'aurais à vous partager, eh bien c'est la suivante. Peut-être qu'en éliminant les sabreurs, ça réduirait le sceau, et donc peut-être la puissance de Shinushi, et donc ça permettrait de pouvoir éliminer le maître sabreur sans avoir besoin d'avoir l'intégralité des manieurs de sabre imprégné. Et vu que Shinushi a une place centrale dans ce sceau, on peut peut-être imaginer qu'il se nourrit des autres sabres pour pouvoir dégager une puissance telle. C'est donc peut-être pour cette raison qu'il a commencé sa vendetta dans ce sens, sachant qu'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est tout simplement pourquoi il ne les a pas tués pour quelques instants et les ramener à la vie comme il a fait avec Chihiro. Et encore une fois, ceci pourrait être expliqué par le fait qu'il manque une information. Bref, quoi qu'il en soit, avec les éléments que nous connaissons aujourd'hui, on sait quel choix ce dernier va faire, et c'est ce qui va nous amener à la trame présente. Maintenant, en ce qui concerne Yura, eh bien on se rend compte encore une fois qu'il a pas mal d'informations à sa disposition. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va intriguer Samura, mais également l'un des leaders des Kanunabi. Alors l'une des informations qu'on nous donne, c'est que son don de divination, mais en tout cas la prophétie qu'il porte, serait quelque chose qui serait dû au moine du temple de Tenrakuin. Alors ici, on n'a pas forcément d'informations sur ce temple, ce n'est pas un temple qui abrite un des manieurs, en tout cas à notre connaissance. Après, on nous a révélé seulement que 4 temples, donc c'est possible que ce soit pas le cas. Mais surtout, l'information qui est importante, c'est que le fait qu'il connaisse ce secret pourrait être dû au fait qu'il soit lié à la guerre du Seitei. L'une des théories que j'aurais à vous partager, c'est qu'il pourrait s'agir d'un survivant du peuple de Shokoku. Si c'est le cas, le fait de vouloir manier Shinushi pourrait s'expliquer tout simplement par un acte de vengeance, le fait de faire subir au Japon ce qu'ils ont fait subir à son peuple. Donc quelque part, ce serait lui qui provoquerait la catastrophe. De plus, ce qui serait intéressant, c'est qu'il aurait des fortes affinités avec le Datenseki. Comme on a pu le voir dans ce chapitre en début de review et dans les chapitres précédents, le peuple de Shokoku ont des affinités particulières avec ce métal. Et donc le fait qu'il prenne possession de Shinushi permettrait de pouvoir le manier comme personne et peut-être même d'atténuer sa puissance et donc les effets négatifs du sabre sur la santé mentale de son utilisateur. Bref, ça en fait des informations et de la théorie, mais pour terminer cette review, on va aborder quelque chose de beaucoup plus léger, le cas de Iwori. Ici, ce qu'on apprend dans les chapitres, c'est que cette dernière a progressé au sabre tout en fermant les yeux et combat désormais avec le même style que Samura. Ce qui nous est expliqué ici, c'est que lorsqu'elle ferme les yeux, elle ne ressent plus aucune peur et donc cela lui permet de se concentrer pleinement dans l'art du sabre. Et c'est donc par cet intermédiaire qu'on sait maintenant pourquoi et comment elle manie le sabre, pourquoi elle ferme les yeux, et peut-être pourquoi elle a réussi à maîtriser la technique de Byakugan. Encore une fois, tout ça révélerait du sens. Bref, quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai à dire cette semaine pour cette review. Si vous l'avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt.